Du Collège Belgique qui réunit, comme je vais vous l'expliquer, de manière transversale de nombreuses disciplines artistiques et d'histoire de l'art. Alors le projet qui vous est présenté dans cette séance et qui porte le titre plutôt intrigant de Glorious Bodies a une longue histoire. Ce projet, élaboré d'une part par une artiste photographe liégeoise, Sophie Langor, et d'autre part par un musicien, violoniste et compositeur, Paul Pankert, a été révélé au public lors d'un concert du Oost-Belgien Festival au Museum für zeitgenössische Kunst à Eupen le 16 juin 2019. Cet événement, qui offrait au public l'exposition d'une série de diptyques de Sophie Langor, réunissait pour la partie concert plusieurs interprètes, dont Paul Pankert lui-même. 3 compositions de Paul Pankert, inspirées par la démarche artistique de Sophie Langor, ont été créées à cette occasion en collaboration avec le Centre Henri Pousseur. Tout le dispositif de diffusion que vous voyez ici a été installé pour la circonstance avec 2 techniciens qui sont à l'arrière, qui font partie de l'interprétation musicale. Donc je remercie le Centre Henri Pousseur déjà au passage d'avoir accepté leur présence ici, qui demande un déménagement important, et je salue la présence de son directeur Seinbouv. Ce travail artistique transdisciplinaire à la croisée des arts, entre guillemets, c'est le titre d'un livre de Jean-Yves Bosseur, mais aussi à la croisée de l'histoire de l'art et de la création contemporaine, me semblait mériter d'être présenté à l'Académie. Je connais Paul Pankert en tant que collègue compositeur. Je le confirmerai tout à l'heure, il a d'ailleurs obtenu un prix de composition ici, et c'est comme ça que je l'ai remarqué pour la première fois. Et connaissant ce projet, j'estimais qu'il avait absolument sa place dans le cadre de l'Académie. Nous avions au départ même imaginé qu'il aurait pu prendre place dans les exposés à l'intérieur de la classe des arts, mais en fait, ces exposés, sauf exception, ne sont pas ouverts au public. Donc je suis très heureux que le Collège Belgique ait accepté de présenter cette manifestation, et aussi à trouver une solution, puisque c'était en 2019 que j'avais suggéré à Paul Pankert de proposer ce projet au Collège Belgique. Il a été retenu et planifié en 2021. Bien sûr, il a été reporté à cause de la crise sanitaire, et nous voici en 2022. Nous pouvons l'entendre. Donc je tiens à remercier les différents responsables, Jean Leclerc, qui est administrateur délégué, Louis Morès et Camille Guénan, qui ont magnifiquement géré la communication avec les intervenants et aussi avec le public pour bien faire connaître ce projet. Alors, depuis quelques années, je vais ici citer quelques fragments pour présenter les 2 artistes. Je vais citer quelques fragments de leur biographie. Depuis quelques années, Sophie Langor jalonne son itinéraire d'une suite de recherches qui, revisitant l'histoire de l'art, éprouve et interprète les codes iconographiques du passé, tout en interrogeant nos actuels systèmes de représentation. C'est le champ de la photographie qu'elle investit principalement, examinant le médium à l'aune de sa production, de sa diffusion, de sa réception, analysant ses caractéristiques intrinsèques, notamment sa capacité à reproduire, imiter, falsifier. Qu'il s'agisse de camées antiques, de motifs d'esprit rococo, de portraits classiques, de statues de vierges, de saints, d'apôtres, tout est image qui opère, susceptible de faire signe.
Sophie Langor se réapproprie ces images que nous avons consciemment ou inconsciemment en mémoire. Elle les manipule, les subvertit, y distille un trouble qui, bien au-delà de toute entreprise de mystification, réévalue notre façon de percevoir le monde au travers de notre industrie médiatique, prosélytisme consommatoire et marketing par l'image. Une puissance de la fabrique des images dont l'artiste connaît bien la mécanique, réussissant elle-même par les images dont elle est l'auteur, à emporter notre consentement et notre adhésion. Paul Pankert a étudié le violon au Conservatoire de Liège, de Düsseldorf et de Maastricht. En tant que violoniste soliste de l'ensemble de musique contemporaine néerlandais Ensemble 88, il a abordé des centaines de compositions, principalement de musique de chambre, et créé de très nombreuses pièces de tout style pour différentes formations. Depuis juin 2014, il assure la direction artistique de l'Ensemble 88. En 2018, il a fondé avec d'autres compositeurs le Klex Ensemble, basé dans l'est de la Belgique. Paul Pankert enseigne le violon et la musique de chambre à l'Académie de musique de la communauté germanophone de Belgique. C'est depuis 2008 qu'il se consacre de plus en plus à la composition. Sa première pièce, Spaltung, pour 2 violons et clavecin, basée sur une construction symétrique en quart de ton autour du ton de la note La, a été récompensée par le prix de composition de l'Académie royale de Belgique en 2008. Depuis lors, il a écrit de nombreuses œuvres, parmi lesquelles des commandes du Orgel Amsterdam, du Ars Musica Festival à Bruxelles, du Festival van Vlaanderen, de l'Oost-Belgian Festival et de Flagey à Bruxelles. En 2017, il a reçu le titre d'artiste de la communauté germanophone attribué par le ministère de la Culture. La production du CD Connected avec des récentes compositions avec Electronic Live couronne cette période de 3 ans. La toccata pour clavecin et électronique, que vous allez découvrir dans un instant, a été récompensée en 2021 par le prix de composition, prix Anneli de Man. J'ai confié à Paul la présentation des artistes interprètes au fur et à mesure des pièces. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une bonne séance. Merci Jean-Pierre, merci pour l'invitation ici à l'Académie royale. L'image qui était là tout à l'heure, c'était en fait qui est là au-dessus. Est-ce que j'ai cliqué ? Non, je ne récupère pas. Voilà, à peu près ça. F5. Non. Ah, merci. Il s'agit en fait de portraits d'un apôtre de l'église d'Eupen. Donc ici, c'est des statues qui datent de 1642 de Jérémy Geiselbrunn, c'est un artiste de Cologne. Et Sophie, elle a opposé des images, des photos de la publicité à toutes les 14 statues de l'église d'Eupen. Et moi, j'ai vu cette exposition à Eupen en 2018 pour la première fois. Et j'étais vraiment impressionné, fasciné. Et puis, je me suis dit, je dois faire absolument la même chose en musique. Donc, j'ai pris des pièces de cette époque, de la première moitié du XVIIe siècle, de Frescobaldi et de Jacob van Eyck. Donc, ici, une pièce pour flûte de Jacob van Eyck de 1642, je pense. Et j'ai pris le matériau musical et j'en ai fait une autre pièce. Un peu comme
les deux portraits. Voilà. C'est Thomas Wessel qui joue la flûte à bec et Gilles Donneux derrière la console.
Bonjour à tous. Voilà, vous aurez compris dans l'introduction de M. Deleuze que mon travail n'a jamais été moderne. Et donc, voilà, il y a tout un travail sur le temps. M. Deleuze a évoqué certaines pièces que j'ai réalisées dans les années précédentes. Donc, il y a eu des KB qui s'inspiraient des médaillons néoclassiques, d'autres pièces qui s'inspirent de motifs décoratifs rococo. J'ai travaillé aussi dans le domaine de l'art public en réinventant le perron de la ville de Spa, par exemple, en 2010. L'année passée, j'ai fait une dernière installation. Donc, c'est mon dernier travail, une installation de vases en céramique que j'ai sculpté en m'inspirant de la tradition des vases de mariée, tradition de fin 19e, 20e. Donc voilà, il s'agit chaque fois de reprendre des œuvres qui font partie de l'héritage culturel, du patrimoine, et en quelque sorte, de trouver des moyens de les refabriquer et de les présenter dans un nouveau contexte. Alors ces pièces dont on a parlé, je les évoque simplement brièvement pour montrer juste le principe d'activation temporelle qui sous-tend cette démarche. Mais dans le cadre de la rencontre, je vais parler et me focaliser sur les œuvres qui ont inspiré les compositions de Paul, donc Glorious Bodies, et montrer comment, dans un deuxième moment, elles m'ont amené à des travaux plus récents. Voilà, donc je vais changer l'ordre, même si j'aime l'anachronisme dans mon travail, je vais changer l'ordre qui était annoncé et pour présenter donc mon exposé. Ici, on va... Ici, j'ai commencé par vous mettre en évidence une citation de Charles Péguy, donc qui est citée qui est reprise par Julia Pierron dans une lecture qu'il fait de l'ouvrage récent de Donna Haraway, Vivre avec le trouble. Dans cette lecture, il parle en fait d'une approche pragmatiste du temps et qui me correspond bien en fait parce que j'aime beaucoup l'idée de penser le temps en épaisseur. Selon un principe de couche et de strate géologique en fait, plutôt que d'un temps linéaire. Et donc on voit que des couches anciennes peuvent ressurgir, refaire surface, et je le cite alors, susceptible de faire un retour pour prêter main forte à ce qui se trame, se fabrique et s'invente au présent. Dans les images que je vais vous présenter maintenant, ce qui se fabrique et s'invente au présent, ce qui m'a intéressé, c'est l'imagerie publicitaire actuelle. Et donc, c'est sur ce thème que j'ai travaillé. Alors, Paul vous a dit qu'il avait vu ce travail-là pour la première fois en 2018 à Eupen. En fait, le projet avait été présenté en 2014 à Eupen, à l'ICOB. L'exposition dont tu parles, c'était une exposition à la collection germanophone de Belgique qui avait acquis certaines pièces. Donc le projet date de 2014 et présentait donc une exposition en duo avec Jacques Charlier. Voilà. Pour ma part, il y avait 2 volets dans l'exposition aussi. Donc une partie de photographie qui s'appelle New Faces et une autre, les Glorious Bodies, qui ont été conçues spécialement pour cette exposition à Eupen en s'inspirant d'un patrimoine local, donc les salles de l'église Saint-Nicolas. Alors ici, vous voyez, c'est une vue d'exposition. C'est une vue de l'exposition à l'ICOB où les sculptures qui ont servi de base pour le travail de New Faces ont été ramenées de Liège. Donc en fait, il s'agit de sculptures. Donc ce travail-là, je l'ai commencé en 2010, 2011. Il a duré jusqu'en 2013 et il est exposé au Grand Cursus à Liège. C'est vraiment la base, donc je vais commencer par ce travail. Ces sculptures étaient en fait gardées dans des réserves à Liège, les réserves du Grand Cursus, qui sont en fait une église désaffectée. Ce sont des œuvres qui ne sont pas du tout muséales, puisqu'elles représentent un peu des bondieuseries kitsch fin 19e, début 20e, dont plus personne ne veut.
et dont les fabriques d'églises qui ferment les unes après les autres se débarrassent. Et donc, elles ne sont pas du tout conservées. Elles étaient dans un état très lamentable. Et moi, j'ai profité de cette espèce de délabrement du temps. Et j'ai photographié ces sculptures en gros plan. Donc ici, vous voyez une autre vue de l'exposition à l'ICOB, une des sculptures et le portrait, donc, qui en est tiré. Donc le voilà en gros plan. Et ici, on voit un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc les sculptures ont été photographiées en close-up, c'est-à-dire en plan très serré, ce qui permet d'évacuer un peu le côté religieux de la tenue, des vêtements, etc. Et d'assister sur le visage un peu masque, en fait, et surtout sur les traces du temps qui donnent... voilà. On voit aussi, évidemment, toute la naïveté de la facture, de la sculpture, puisque ces œuvres-là ne sont pas des grandes œuvres dues à des grands artistes, comme ça sera le cas des œuvres baroques à Eupen. Mais ici, ce sont des productions bon marché, réalisées en série, en grand nombre, et elles sont peintes en général. Donc, il y a des moulages, on en fait plusieurs. On les peint comme ça, ce sont des peintres différents qui viennent. On les maquille, en fait, ça fait vraiment penser à du maquillage. On les maquille de façon différente. Par exemple, j'ai retrouvé des mêmes spécimens, des mêmes moulages, pas de façon complètement différente, mais ce sont les mêmes visages. Donc tout ça est amusant aussi au niveau du côté masque et du côté... bon, voilà, il faut une bouche rouge, des yeux bleus. Donc c'est ça qui m'intéressait de mettre en évidence. Alors, ces images ont été photographiées en gros plan et je ne savais pas encore ce que j'allais en faire au début. Donc là, on est en 2011, 2010. J'avais ces photographies-là. Et puis, en même temps, il y a toujours chez moi des magazines de mode qui traînent. Et en feuilletant les pages, etc., je remarquais quand même beaucoup de publicité pour les produits cosmétiques. Et je trouvais qu'il y avait quand même des ressemblances justement dans cette esthétique un peu kitsch, de bondieuserie, un peu genre renouveau charismatique comme ça, et qu'il y avait quelque chose d'assez similaire. Et donc j'ai cherché, donc là on est dans un travail de recherche iconographique assez long, le travail m'a pris 2 ans. Et donc j'ai cherché des images qui présentaient le plus de ressemblances physiques possibles avec mes modèles, mes statues. Donc voilà ici un deuxième spécimen. J'avance un petit peu. Voilà, encore un troisième. Voilà. Voilà par exemple ici, ça c'est une des publicités que j'ai trouvées et dont je me suis servie pour réaliser le travail. En voilà d'autres. Donc on voit ici qu'on passe, voilà, Maybelline, c'est américain, on est un peu dans le kitsch le plus complet. On voit aussi qu'elle a une expression un peu plus diabolique, je vais dire, alors que de l'autre côté, les autres publicités, là, le blanc, c'est Chanel, Biotherm, on est plus dans une idée de pureté, etc., de Vierge mariale. Je retourne. Donc voilà une image qui a servi de base, et voilà ce qu'elle a donné ici. Donc voilà, par exemple... ce que j'ai fait après, c'est que j'ai repris ces images et je les ai retravaillées de la même façon qu'elles ont déjà été travaillées. Alors, ce qui est amusant ici, si vous voyez, ici j'ai laissé les marques de la publicité. Voilà. Ça s'appelle tout simplement Face Fabric. Et donc, j'ai gardé, donc je me suis inspirée chaque fois de petits détails un peu amusants comme ça sur le... Voilà. Et donc, ces photos, évidemment, sont retravaillées pour la publicité. Il y a un travail de lissage des pixels, de lissage de la peau et tout ça. Ça, c'est tout le travail de photographie en amont. Et moi, j'ai refait un travail après de transformation des pixels pour qu'on soit dans une copie vraiment tip-top, pareil, à l'identique. Qui montre évidemment tout le travail autour de la norme et de la conformité au niveau de la beauté féminine, du fait de vouloir se conformer à des masques en fait. Quand je parle de masques, ce n'est pas faux. Il existe réellement des mesures de masques de beauté avec les proportions idéales, etc.
Et donc, évidemment, le fait que ces publicités soient comparées à des statues religieuses, évidemment, n'est pas anodin, puisque d'une part, on voit que l'art saint-sulpicien, donc les sculptures saint-sulpiciennes, servaient à la consommation, étaient vendues et servaient à ramener un peu des fidèles, etc., par la consommation, ce qui me semble quand même toujours être le cas des publicités pour les produits cosmétiques. On parle de culte, on est vraiment dans la même idéologie, malgré le fait que c'est profane et que c'est désacralisé. Il semble que ce soit différent. Alors ici, vous avez donc une des publicités. Le modèle, c'est Nathalie Portman, donc une actrice que tout le monde connaît et qui est devenue... Voilà ici le pendant d'une autre sainte. Vous voyez ici, par exemple, je me suis amusée en cherchant les modèles avec des petits détails. Par exemple, la robe de Nathalie Portman était en tulle. Et ici, il y a une petite dentelle, etc. Alors, vous voyez, dans les portraits, je n'ai pas voulu reconstituer l'ensemble. Je veux dire, le fond n'est pas copié, etc. J'ai laissé les traces de mon travail... Pardon. J'ai laissé les traces de mon travail apparent, comme ici par exemple, où on voit vraiment tout le travail de traficotage de l'image. J'ai utilisé le logiciel Photoshop, évidemment, un outil du temps, comme Paul l'électronique, un outil du temps pour arriver à cette démonstration que deux images, malgré un siècle de distance, qu'un siècle de distance sépare, peuvent être assez similaires dans l'esthétique et dans les faits, en fait. Et c'était une étude un petit peu sociologique sur ce phénomène-là. Ce qui est au niveau de... Bon, ça c'est pour le volet de la sociologie. Au niveau de l'art aussi, il y a une réflexion justement sur ce temps qui passe et ce temps cyclique finalement en couche, où le passé finalement n'est pas vraiment passé et où des choses reviennent de la même façon. Bruno Latour a l'habitude de dire que ce n'est pas le temps qui fait le tri, mais que c'est le tri qui fait le temps. Et donc ça, c'est un concept féministe assez important aussi pour voir ce qui va continuer à exister. Ici, les statues qui n'étaient pas des objets muséaux, qui étaient déconsidérés au niveau de leur style, grâce au projet, ont été réhabilités et font partie maintenant des collections du musée Cursus à Liège. Ils ont profité du passage d'une stagiaire en rénovation d'œuvres d'art. Elles ont été toutes repapées. Et donc, elles font partie maintenant de la collection. Et quand la ville de Liège daigne exposer des pièces, ils devraient normalement exposer les sculptures en même temps que les photographies qu'ils ont acquises. Ça ne s'est jamais encore produit. Mais voilà. Vous allez voir que dans les projets précédents, alors là, c'est une démarche différente qui a eu lieu, où c'était plutôt de démuséaliser des statues qui, elles, avaient le statut d'œuvre d'art. Donc, on a pu reconnaître Nathalie Portman. Ici, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais il s'agit de Marion Cotillard. Voilà. Alors ici, je me permets d'assister sur un petit détail que je trouve super. Il y avait une petite tache ici, et Marion Cotillard a un petit poids de beauté là-bas. En même temps, les couleurs la lumière était vraiment identique dans l'image. Voilà. Alors tout ça nous amène, on a quand même Marion Cotillard qui prend des visages de vierges, etc., d'égérie. Je vous ai mis ici une petite citation de Mona Chollet, qui a écrit un ouvrage en 2012, donc vraiment au moment où moi je travaillais cette question-là aussi. Enfin, ça n'a rien à voir, mais bon, du coup j'ai lu son livre avec beaucoup de plaisir parce que à force de chercher des pubs dans les magazines, etc., je suis rentrée un peu dans la vie de tous ces modèles, de toute leur morning beauty, etc., leur routine de beauté, etc. Et évidemment, ça pose question sur
sur les espèces de clichés, ce qu'on attend pour être une femme aujourd'hui, et la pression qui reste à les modèles, etc., qui continuent d'exister. Au niveau de la production artistique, donc j'ai dit, ben voilà, ces vierges sont rentrées dans les collections. C'est un art populaire, évidemment, que ce soit du côté des vierges sulpiciennes ou du côté de la publicité. C'est produit à grande échelle et c'est très populaire. Mais justement, on peut remarquer aussi que dans cette production populaire et mercantile, évidemment, il y a quand même un effort et quelque chose qui se passe réellement, et que Mona Chollet met bien en évidence à travers l'explication du terme égérie. Donc, si on lit avec elle, qui s'est imposé depuis quelques années, et c'est symptomatique du glissement qui s'est opéré. Donc ici, l'actrice n'est plus l'inspiratrice d'un artiste. Déjà, avant, elle était muse. C'était déjà un peu énervant parce qu'elle était réduite à sa photogénie, à sa sensualité. Mais ici, elle devient l'égérie d'une marque ou d'un produit qui se trouve un peu ennobli comme ça par le fait d'être portée par une actrice, donc c'est-à-dire une artiste, et aussi par des réalisateurs qui font les photos, les clips de mode, etc. Et donc la publicité n'est plus un fléau qu'on subit et qu'on veut fuir, mais quelque chose qui est recherché et qui devient une production culturelle en soi. Donc il y a toute une partie de mon travail qui parle de ça aussi, de cette mode, etc. Le fait de confronter, de prendre le visage de la Vierge, en fait, c'est vraiment quand même le visage le plus médiatique de l'histoire de l'art, et qui était vraiment le plus travaillé. Voilà. Alors ici, on se retrouve de nouveau à l'ICOB avec le volet de l'exposition qui présentait les Glorious Bodies, donc les portraits, alors le pendant masculin des New Faces. Donc en fait, quand j'ai exposé à l'ICOB, j'ai voulu faire une nouvelle partie, puisque l'exposition faisait suite à une autre à Liège, un an après, à 30 km. C'était un petit peu dommage de ne pas présenter quelque chose de nouveau et de fait exprès pour l'exposition. Et donc, on m'avait dit, ben voilà, tu travailles sur les visages féminins, etc., mais les hommes, quand même, qu'en est-il? Pourquoi pas les hommes, etc. Et donc, évidemment, ben moi, j'ai cherché dans mes magazines des images d'hommes. Et dans les publicités pour les produits de beauté, je n'ai quand même pas trouvé grand-chose. Voilà. Par contre, j'ai quand même trouvé, j'ai étudié les photos de mode, alors masculines, et j'ai quand même trouvé beaucoup d'images qui étaient assez différentes, mais qui présentaient, voilà, c'est vrai qu'au niveau du genre, les photos de femmes et les photos d'hommes sont très différentes. Je veux dire, dans les visages féminins, on était plutôt dans une perfection au pixel près, une sorte d'obsession comme ça, assez maniaque. Tandis que pour les hommes, eux, c'était tout à fait différent. On travaille plus sur le charisme, la prestance, etc. C'est fort différent. Et donc, j'ai cherché, je me suis alors tournée vers le patrimoine local aussi, puisque donc, tout ça se passe en Eurégio. J'habite la région, mais aussi l'espace, mais aussi son temps. Et donc, on m'a renseigné une série de sculptures, de statues, dont Paul a parlé aussi, et qui se trouvent dans l'église Saint-Nicolas à Eupen. Donc ici, ce sont des photos, vous pouvez voir des photos du shooting, puisqu'on parle de shooting, c'est shooting de mode, donc on est allé shooter les pères de l'église. Voilà, on est allé avec une grue et un photographe professionnel, puisque bon, je fais du bidouillage photo, mais je ne suis pas photographe. Et donc, j'ai travaillé avec Jean-Luc Derue, un collègue. Et donc, nous avons été d'abord photographiés. J'ai d'abord photographié au niveau documentaire les statues. Et puis, j'ai cherché des ressemblances de nouveau dans les magazines. Et puis, nous sommes retournés, alors là, pour le shooting que vous voyez ici. Et on a travaillé le cadrage, la lumière, etc., pour que les statues soient photographiées comme les images. Donc, le processus était complètement inversé. Pour les visages féminins, j'étais partie des photos de sculpture, et puis j'avais travaillé les photos
les photos et puis j'avais travaillé les photos de publicité. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Les photos de publicité sont restées à l'identique. Donc voilà, je n'ai touché à rien dans l'image publicitaire et c'est plutôt les sculptures qui ont été photographiées autrement, photographiées avec un travail de technique photo. Après, j'ai retouché quand même au niveau Photoshop, j'ai retouché les ombres, les lumières, etc. pour obtenir le plus de ressemblance possible. Ici, vous pouvez reconnaître Gaspard Ulliel, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et dont on a beaucoup parlé à l'occasion de son décès, qui est un grand artiste, mais qui est ici une égérie pour Chanel. Donc, c'était la marque bleue de Chanel. Voilà une autre. Voilà Jésus. Donc les statues ont toutes le même style, hein, puisque c'est un ensemble cohérent. C'est réalisé par Gesselbrunn. Et il a fait d'une pièce toutes les pères de l'Église. Ici, une pub pour Givenchy. Voilà une autre. Donc ici, on a reconnu Gaspard Ulliel, etc. Ici, il s'agit de Edenshaw. Alors, Edenshaw, c'est un écrivain compositeur, et maintenant, il est mannequin. Donc, à cette époque-là, en 2014, il faut savoir que c'était la mode des hipsters. Donc, beaucoup d'hommes étaient barbus dans les images de mode, ce qui a facilité mon travail. Et donc voilà, Edenshaw, par exemple, il incarne tout à fait la masculinité qui se réinvente toujours. Donc ces stars et ces modèles, etc., ont plusieurs carrières et au fil du temps continuent à évoluer et se réinventent comme ça. Donc il faut savoir que Edenshaw était une star du porno gay avant de devenir mannequin. Et à ce moment-là, on le voyait vraiment dans toutes les publicités pour hommes. Voilà. Alors évidemment, cette réinvention constante de l'identité, etc., fait vraiment, on a choisi le terme glorious bodies aussi pour son sens théologique, c'est-à-dire un corps ressuscité. Hein, c'est les propriétés du corps qui est ressuscité après quand le Christ ressuscite. Il acquiert de nouvelles propriétés qui sont la passibilité, donc une absence de souffrance, de mal, de douleur. La clarté, son corps rayonne et reflète toute la beauté de l'âme. Il n'est plus marqué par la vie de la matière. L'agilité, il se déplace d'un point à l'autre avec la rapidité de la pensée. Et la subtilité, il ne rencontre plus aucune résistance et traverse les obstacles. Évidemment, ces nouvelles caractéristiques du corps, hein, en fait, des études montrent qu'il s'agit vraiment de réunir la dualité corps-esprit. Le corps acquiert des compétences de l'esprit. Des études aussi sur saint Thomas d'Aquin, etc., montrent qu'on reste toujours sous la domination de l'esprit. Hein, c'est l'esprit qui supplante le corps et que ça révèle quand même une déconsidération du corps dans la théologie chrétienne, évidemment. Mais ces nouvelles compétences des corps ressuscités me faisaient penser aussi aux nouvelles compétences de l'image Internet, hein, qui se retrouvent à des endroits du globe différents, qui parlent toutes les langues, qui s'adressent à tout le monde, qui se réinventent chaque fois. Et la clarté, évidemment, tout ça me faisait penser à l'image de mon ordinateur et aussi à cette espèce d'hédonisme de ce monde de la publicité que la publicité vante. Voilà. Alors, je vous ai préparé aussi ici une petite citation de Abigail Salomon Godot, qui a fait toute une étude sur la représentation masculine et une soi-disant crise de la représentation à la Révolution française, où finalement elle montre que
il n'y a pas vraiment de crise dans la représentation, que même des changements. Ici, je vous ai montré tous les modèles des Glorious Bodies. Beaucoup sont issus de la culture gay, en fait. Et donc, on montre que la masculinité hégémonique, comme ça, reprend aussi des modèles qui sont plus marginaux, qui ont été marginalisés, mais les réembrigade, je veux dire, et les absorbe pour se renouveler aussi. Voilà. Et donc, ici... en étudiant les représentations masculines lors de la Révolution française et les changements, elle montre qu'en fait, un changement d'apparence de la représentation masculine n'implique pas du tout un changement des rapports de domination. Voilà, c'est assez intéressant. Paul, je vais revenir. Hein. Je suis lourde. Entre musique baroque et musique contemporaine. Dans les années 80, le travail des classes d'instruments dans les conservatoires était principalement de conserver la musique de l'époque romantique. D'ailleurs, le règlement des examens de violon nous obligeait à présenter des extraits des sonates pour violon de Jean-Sébastien Bach à l'examen technique. Donc, c'était considéré comme des études ou des exercices techniques. Et on jouait très peu de musique du XXe siècle aussi. J'étais moi aussi plongé dans cette ambiance romantique et je n'ai réellement découvert la musique baroque qu'au début des années 90. J'ai alors commencé à m'y intéresser de près et j'ai découvert de grands compositeurs dont je n'avais presque jamais entendu parler auparavant au conservatoire. Par exemple, Franz Ignaz Bieber, dont je vais jouer une sonate à la fin de cette conférence, grand violoniste de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Auparavant, j'avais déjà pris quand même goût à la musique contemporaine, peut-être grâce aussi à un professeur de musique de chambre, Jean-Pierre Pevion, et son assistant, Jos Kamp, qui m'a amené à l'ensemble 88 à Maastricht. Et donc, j'étais déjà un peu plongé là-dedans. Et donc, malgré cette nouvelle passion pour la musique ancienne, je n'ai jamais voulu abandonner complètement la musique contemporaine. Et donc, j'ai intitulé cet exposé « Entre musique baroque et musique contemporaine ». Ce qui semblait d'abord être un antagonisme s'est révélé complémentaire dans mon parcours personnel. Et ce titre représente aussi une démarche musicale principalement initiée en Belgique et aux Pays-Bas et qui s'est ensuite élargie au monde entier. La redécouverte de la musique baroque dans les années 60-70 a été largement portée par des musiciens qui s'occupaient intensivement de la musique contemporaine. Je pense à des musiciens comme Franz Bruggen, Gustav Leonhardt, la famille Kuyken, l'oboïste Bruce Haynes, qui a écrit un livre remarquable à ce sujet, dont je vais encore parler tout à l'heure. Sigiswald Kuyken, par exemple, était le premier violoniste de l'ensemble Musique Nouvelle, fondé en 1962 par Pierre Bartholomé. Et le programme comprenait bien sûr des œuvres d'Henri Pousseur et de Pierre Boulez, et ainsi de suite. C'est à partir de cet ensemble Musique Nouvelle qu'est né l'ensemble Alarius, avec pratiquement les mêmes musiciens qui, parallèlement à la musique nouvelle, se sont intéressés de près aux instruments historiques et ont marqué de manière décisive cette époque pionnière de la Historical Informed Performance. Et cela n'a rien d'étonnant pour moi, parce que la recherche et la curiosité se rejoignent parfaitement. Nous avons d'ailleurs pu acheter notre clavecin il y a une quinzaine d'années à Robert Koenen. Robert Koenen, qui a été d'abord pianiste dans l'ensemble musique nouvelle, avant de se consacrer entièrement à la musique baroque,
et il était professeur ici au Conservatoire de Bruxelles pour le clavecin. Et c'est un instrument de 1966 de Rainer Schütze de Heidelberg. Donc justement de cette période expérimentale, ce n'est pas une copie d'un instrument ancien, mais Rainer Schütze s'est inspiré par des instruments baroques et se distancie explicitement des instruments lourds de Sperrhack ou de Pleyel avec cadre en acier qui étaient dans les années 60 les clavecins standards. Il est intéressant de comparer deux enregistrements que je vous veux faire écouter. Troisième concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach par Karajan avec les Berliner Philharmoniker dans un instrument de 66. Et on voit bien dans cette vidéo la quasi-déification du chef d'orchestre Karajan. On ne voit que lui d'ailleurs. Encore un vestige de l'époque romantique en fait. Ce qui n'a pas vraiment de raison musicale parce que dans cette pièce, Karajan est un musicien parmi d'autres. Étonnante aussi l'utilisation de deux clavecins de type lourd avec cadre en acier. Voilà. Et voici un enregistrement du même concerto par la petite bande live à Osaka en 2011. Sigurd Keuken joue ici le violoncello da spalla. Un autre personnage marquant, hollandais, cette fois-ci, est Frans Bruggen, flûtiste à bec, un instrument qui n'avait quasi aucune importance pendant la période romantique. Il était temps de la dépoussiérer pour pouvoir redécouvrir le répertoire baroque et se tourner vers le futur avec de nouvelles œuvres. Comme par exemple Gesti, la sequenza pour flûte avec de Luciano Berio, qu'il avait composé pour Frans Bruggen en 1966. Frans Bruggen qui était un des pionniers pour le développement de nouvelles techniques de jeu pour cet instrument. Je vous propose d'écouter un petit extrait de cette pièce clé dans l'histoire de la flûte à bec, enregistrée en 1967.
Voilà, donc Franz Bruggen, voilà. Mais tout comme les autres musiciens dont j'ai parlé avant, Franz Bruggen était à la fois tourné vers la musique contemporaine et vers la découverte des musiques anciennes. Voici un extrait d'un très célèbre enregistrement de la Pavane lacrymée de Jacob van Eyck, qui a servi de base pour ma pièce Pavane. Franz Bruggen joue sur un instrument original de Engelbert Terton, qui était un facteur de flûte à bec majeur au début du XVIIIe siècle à Amsterdam. Donc voilà. Voilà, donc un enregistrement de 1967, la même année que l'enregistrement de la pièce Gesti de Luciano Berio, et je pense qu'il portait même le même costume. The End of Early Music, c'est le titre d'un livre très intéressant et passionnant, écrit par le oboïste américano-canadien Bruce Heinz. Heinz a étudié, entre autres, avec Franz Bruggen et Gustav Leonhardt, et était l'un des grands oboïstes baroques. Et le titre The End of Early Music de son livre, devenu entre-temps un ouvrage de référence, est significatif. Il ne s'agit plus de early music, musique ancienne, mais en fait aussi de musique contemporaine. Bruce Heinz va même encore plus loin. Il demande également une réorientation de la pratique d'exécution de la musique romantique. Car nous pensons aujourd'hui que nous jouons encore Brahms ou Wagner dans une tradition romantique. Or, ce n'est pas du tout le cas, comme il peut le montrer de manière impressionnante dans ce livre, car entre le romantisme et notre époque se trouve entre autres le modernisme, par exemple avec Stravinsky, qui exige des musiciens et des orchestres un tout autre type de précision et d'esthétique sonore. Ce type de jeu est ensuite devenu le son all-round standard avec lequel toutes les musiques ont été jouées après la Seconde Guerre mondiale. Pour illustrer son propos, Heinz fait référence à de nombreux exemples sonores. J'aimerais en faire entendre un extrait qu'il cite aussi dans son livre. Le livre contient des liens vers un site de Oxford University Press qui comporte toute une série d'échantillons sonores. Il s'agit de l'air de Mozart, Voi che sapete, chanté d'une manière très romantique par la soprano Adelina Patti, un enregistrement de 1905. Patti, qui était vraiment la superstar de la fin du XIXe siècle, et elle l'était parce qu'elle chantait comme ça.
Je pense que si une soliste se mettait à chanter de cette façon aujourd'hui, elle ne serait plus engagée nulle part. Donc, Bruce Hines en déduit que si déjà, concernant la musique romantique, nous nous sommes tant éloignés du style de l'époque, qu'est-ce que cela signifie pour nos connaissances de la musique baroque ou classique, dont on n'a évidemment pas d'enregistrement. Donc, un livre que je peux vraiment recommander. Finalement, et avec cette réflexion, je veux conclure cet exposé. La question n'est pas de savoir comment cette musique sonnait il y a 300 ans, comment elle était jouée exactement. En recourant aux instruments de l'époque et en étudiant les écrits, nous pouvons nous rapprocher de l'esthétique sonore. Mais la musique que nous jouons aujourd'hui doit aussi atteindre l'auditeur d'aujourd'hui. Et dans un certain sens, doit redevenir une musique contemporaine. Et j'ai essayé de pousser cette idée encore un peu plus loin, et c'est là que l'électronique entre en jeu dans le processus de composition, mais aussi de l'interprétation. J'y reviendrai à la fin de la séance, avant d'interpréter à titre d'exemple la sonate de Franz Ignaz Biber. Merci. Donc, maintenant, on passe à la deuxième pièce de qui correspond à cette série Glorious Bodies. C'est une pièce qui correspond à une toccata de Frescobaldi, qui est d'un recueil de 1625. C'est Claire Lecoq au clavecin. Et toujours Gilles.
Voilà, alors ici, dans cette deuxième petite partie de mon exposé, je vais vous montrer comment le travail New Faces et Glorious Bodies m'ont amené à comment j'ai continué le travail sur les sculptures de façon assez différente, et ce que je travaille toujours actuellement. Ici, je vous ai mis une citation toujours issue de l'étude de Julia Perron sur la lecture de Julia Perron sur le Vivre avec le trouble de Donna Haraway. Et donc, je la trouve intéressante et j'essaie souvent de parler de ça à ma fille, qui a 18 ans et qui s'est inscrite en peinture à l'Ergue, ici à Bruxelles, et qui revient souvent désespérée parce que sur Instagram, tout le monde fait la même chose qu'elle. Et donc, que dire, etc. Et donc, je lui lis souvent des petits passages comme ça. « Rien de la nouveauté qui s'y fabrique n'advient ex nihilo, mais tout est affaire de relais, de reprise, de prolongement et de continuation de ce qui a eu lieu. » Et donc, voilà, c'est assez inspirant, et notamment quand on écoute les morceaux de Paul et de son équipe. Le fait de la sapoïèse, donc ici le terme de Donna Haraway, toujours très compliqué, mais à comprendre simplement sur le mode de la coopération, est assez intéressant aussi de voir comment toute affaire de reprise et de continuation. De génération aussi. Et donc ici, j'étais assez touchée par l'écoute d'un colloque, d'une intervention dans un colloque de la philosophe écoféministe Émilie H, qui relie la théologie chrétienne à l'aune de Gaïa et qui, justement, va parler un petit peu de quel futur, finalement, et sur quelle base est-ce qu'on peut créer de nouvelles choses. Dans ce colloque-là, en fait, elle se demande, puisque je continue encore avec la question de la théologie chrétienne ici, elle se demande si l'Église pourra se remettre radicalement en question. Et donc, elle part d'une critique de l'encyclique Laudato Si, qui en fait est célébrée parce que elle fait le lien entre la pauvreté et la crise climatique, mais Émilie H relève qu'elle ne revient à aucun moment sur la domination masculine universelle, alors que l'Église chrétienne l'a entretenue au fil des siècles. Là, vous avez vu dans notre Église à Eupen ces pères de l'Église qui sont perchés bien haut dans l'Église. Voilà, la place des hommes et des femmes n'est pas du tout la même. Alors que selon Virginie H, une des causes principales du chaos politique et environnemental, puisque c'est la question qui l'intéresse, est causée par ce fait. Bon, le chaos politique, on voit actuellement aussi ce qu'il en est. Donc, dans cette conférence, elle parle de l'essor des monothéismes qui a amené l'éradication de tous les cultes féminins, de toutes les divinités féminines qui étaient propres aux religions de la préhistoire et de l'Antiquité, et qui a amené évidemment la condamnation de la sexualité, la question du péché originel, etc. Elle parle aussi de la pensée de la création, qui met fin à une attention qui est portée vers la génération et le cycle des saisons, c'est-à-dire que tout est affaire de reprise, de continuation, d'engendrement, etc. Et évidemment, pour relier encore à notre idée de Glorious Bodies, la croyance de la résurrection qui a mis fin au rituel autour des morts et du passé, et c'est-à-dire cette espèce de mythe de la nouveauté, de l'originalité, de la création ex nihilo. Alors ici, je reprends alors, bon, ça c'est un peu ce qui m'amuse en dehors, ce que je relis et qui me motive à poursuivre un peu mes recherches au niveau plastique. Ici, on se retrouve de nouveau dans l'exposition à l'ICOP, à Eupen. Et donc, au niveau technique, simplement, quand il a fallu déplacer ces sculptures pour les amener et les exposer, j'ai remarqué qu'elles étaient creuses à l'intérieur. Donc, en fait, toutes les sculptures présentent un vide à l'intérieur. Elles sont allégées, en fait. Et voilà, ici, c'est une photographie qui a été prise
d'une statuette à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, à Lessines. Là, j'étais invitée à exposer là-bas en 2000, il y a 2 ans, je pense. Il y a 2-3 ans. Je ne sais plus exactement la date, peu importe. Et donc là, j'ai fait réaliser tout un travail alors de génération. Et je me suis dit, qu'est-ce que toutes ces sculptures dont j'ai photographié l'extérieur, c'est-à-dire les visages, les corps, etc., je vais m'en servir pour produire de la nouveauté, mais pas de la nouveauté qui vient de nulle part. Et donc, j'ai moulé l'intérieur des... Enfin, avec mon équipe, on a moulé, mon équipe familiale, on a moulé l'intérieur de ces sculptures. Donc ça, ce travail a commencé suite à l'exposition à Eupen. C'était le nouveau projet. Les premières pièces ont été réalisées pour une exposition au musée en plein air du Sartillement en 2016, je pense. Et donc voilà, des formes obtenues. Donc je vous avais dit que dans mon travail, il s'agissait toujours de trouver une façon de refabriquer les objets dont je m'inspire et de travailler sur les mêmes formes, les mêmes constructions de sens, etc. Et donc ici, c'est de la porcelaine, puisque les statuettes de l'hôpital Notre-Dame à la Rose qui m'ont été prêtées étaient en porcelaine. Donc j'utilise toujours les mêmes matériaux. Et donc on voit qu'on obtient des formes tout à fait différentes qui m'ont plutôt amusée. Donc voilà, des sculptures anciennes, religieuses ou même autres, accouchent littéralement de nouvelles œuvres. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans les précédents travaux New Faces et Glorious Bodies, on était quand même dans l'identification d'un même, toujours le même, 2 fois un siècle de différence, et c'est le même. Ici, j'avais envie de nouveautés, de choses anachroniques. On croit voir parfois des totems anciens, des choses comme ça. Donc, il y a tout un imaginaire qui peut circuler entre des arts différents, qui sont catégorisés de façon différente. Et donc, on voit que la sculpture obtenue, évidemment, ne présente plus du tout les contraintes formelles et qui ont prévalu pour la conception des œuvres dont elles sont finalement un peu le modèle. Donc les sculptures anciennes servent tout à fait littéralement de matrice à des œuvres nouvelles. Donc c'est un peu sur le terme de la métaphore que j'ai commencé ce travail-là. Voilà. Ici, on sent plus l'extérieur. Alors, ça a été exposé donc une première fois à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, à Lessines, qui est un musée d'art religieux. Et les pièces étaient présentées, c'était des toutes petites pièces, puisque les statuettes étaient toutes petites. J'en ai réalisé aussi des très grandes. Ça, c'était en porcelaine et c'était présenté dans la collection. Voilà. Ici, des formes qui se marient avec les autres. Ça a été présenté aussi dans une exposition à Tourine-la-Grosse, une exposition qui s'appelait Les mesures du monde. C'était Alain Bournin qui était commissaire et qui m'avait invité à participer. Alors là, j'ai organisé une collecte de sculptures dans le village. Et tous les villageois ont un peu vidé leur grenier et m'ont apporté les sculptures de rabais comme ça dont on ne voulait plus. Et de nouveau, on a sculpté l'intérieur, on a moulé l'intérieur. Donc il s'agit de faire couler du silicone à l'intérieur. On ressort une sorte, excusez-moi, mais un peu de capote si vous voulez. Et puis on coule du plâtre à l'intérieur. Et puis là, on refait alors des contre-moules et on obtient des nouvelles sculptures. Donc ça, c'était une grange à la campagne. Et c'était la collection des œuvres obtenues après la récolte la collecte de sculptures. Donc voilà. Alors on voit ici évidemment le passage entre l'abstrait et le figuratif, toutes les binarités qui ont l'habitude, la forme, la matière, etc. Tout ça est un petit peu explosé et c'est ce qui m'amusait. Ça, c'est les premières pièces que j'ai réalisées pour l'exposition au musée en plein air du Sartillement. Et ce sont alors ici, d'après les empreintes du dos de Pietà du Moyen-Âge, donc des pièces de la collection du Grand Cursus qui ont été ici, vous voyez donc
le vide, le creux dorsal alors ici, puisque ici c'est du chêne, hein, donc la pièce a été réalisée en chêne. Et donc, par exemple, ici vous voyez la petite veine qu'on voit ici réapparaît comme ça, c'est comme un négatif en fait. C'est une pièce un petit peu animale d'ailleurs. Et ces petites bosses en fait qui font comme une sorte de carapace, enfin je trouve, sont en fait les coups de gouge inversés. Voilà. Et donc, à chaque sculpture moulée, c'est une nouvelle surprise, une nouvelle forme qui émerge, etc. Voilà, ça, c'est une autre qui a depuis été acquise par la collection de la Banque nationale de Belgique et qui provient alors ici d'une vierge, d'une Pietà aussi du Moyen-Âge, une vierge à l'enfant, qui, de socle, qui porte le Christ, comme ça, devient une œuvre en soi. Et du coup, je l'ai appuyée contre le socle. Donc voilà un petit peu où ces expériences m'ont amené, et donc à faire des choses assez différentes. Voilà, avec toujours la question de l'intérêt pour le temps ici que j'ai voulu mettre en évidence par rapport au projet de Paul. Voilà, je vous remercie. L'extension de la palette sonore par l'électronique dans mes compositions récentes. Donc, l'électronique en musique est un domaine très vaste. Tout semble possible. La génération de sons purement électroniques, des sons synthétiques, le travail avec des samples, des petits échantillons de sons enregistrés. Personnellement, je me suis limité jusqu'à présent à l'électronique live. Donc, tous les sons sont produits directement par un instrument. Je ne produis rien dans l'ordinateur. Et ils sont transformés dans l'ordinateur et puis rediffusés par les haut-parleurs. On peut dire en temps réel, parce que tout le processus prend à peu près 25 millisecondes. Il n'y a pas si longtemps, ce processus était réservé aux studios spécialisés, comme le Centre Henri Pousseur, anciennement Centre de recherche et de formation musicale de Wallonie, qui a été fondé en 1970 à l'initiative de Henri Pousseur et de Pierre Bartholomé, ou bien le studio du VDR à Cologne, par exemple, auquel on associe évidemment le nom de Karl-Heinz Stockhausen. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation du son, tous ces effets sont réalisables grâce à un PC normal. Donc, on peut beaucoup expérimenter à la maison. Il y a un grand nombre de filtres qui traitent le son de manière très différente et qu'on peut combiner comme on le souhaite. Ils peuvent donner vite des résultats très complexes et parfois même inattendus. Le processus de composition se passe souvent d'une manière très expérimentale et il n'est pas rare qu'une erreur de manipulation, en tout cas chez moi, soit la source d'une nouvelle découverte. Et par la suite, cette découverte va réinfluencer le processus de composition. Parmi les nombreux filtres, moi je voudrais vous en présenter 4 qui me semblent qui jouent un rôle très important dans mes compositions. Donc peut-être, donc évidemment d'abord c'est la reverb, on l'a déjà entendu dans les compositions. Voilà. Donc ça c'est une reverb plus ou moins naturelle. Maintenant je peux évidemment l'exagérer. Continue. Je peux obtenir un son continu avec lequel je peux évidemment travailler par après. Voilà. Donc, un deuxième filtre, c'est le frequency filter. Donc, c'est un son est une
construction très complexe en fait. Il se compose de sa fréquence de base et de ses harmoniques. Donc un son est en réalité tout un spectre de sons. Et avec ce filtre, on peut amplifier ou atténuer certaines fréquences de ce spectre dans le but de modifier la couleur du son. Alors, il y a la transposition. Il est possible de transposer un son électroniquement, même si cela prend un certain temps, dû à la nature du son, parce qu'un son de 100 Hz, par exemple, qui correspond à un sol grave, un peu, voilà, ce son-là, donc, a déjà un cycle qui dure 10 millisecondes. Donc, il faudra attendre un cycle complet pour pouvoir commencer l'analyse du son, et il sortira ainsi avec un certain retard. Voilà, je règle là en bas par demi-tour. Tout ça, c'est programmable, évidemment, comme on le souhaite. Alors, il y a un delay. C'est un filtre qui joue un rôle très important dans mes compositions et qui peut donner des résultats très complexes, mais qui est très facile à expliquer. Avec ce filtre, on peut retarder le son. C'est ce que j'ai utilisé beaucoup dans la pièce pour clavecin. Clavecin, ça prête très bien à ce genre de filtre, évidemment, parce qu'il a une attaque très nette. Voilà, donc ça, c'est ces 4 filtres. Et puis, il y a quelques variantes de ces filtres que je voudrais montrer. C'est un ball delay. Donc, c'est un effet que j'ai programmé moi-même parce que je ne l'ai pas trouvé dans le programme. Il suit la physique du rebondissement d'un ballon. Donc, je peux régler la hauteur initiale du ballon et aussi l'élasticité du ballon. Donc, voilà. Donc ici, mon ballon, il a une hauteur de 157 cm. Et puis il revient à 80% de sa hauteur, donc il rebondit. Voilà. Alors le transposition delay. Donc c'est une combinaison de la transposition et du retard, du delay. Donc le son, il entre, est transposé, et puis retardé, et puis il sort vers l'amplification. Et on a la possibilité de le réenvoyer dans la transposition. Donc il est retransposé, et encore une fois retardé, et ainsi de suite. Temps aussi. Puis je peux régler la
Et puis, il y a un loop. Le loop, je pense que c'est un filtre très, très connu. C'est une sorte de retard aussi parce qu'il y a un échantillon joué qui est repris par après et même parfois mis en boucle par après. Et c'est un filtre que j'ai utilisé plusieurs fois dans les pièces qu'on a entendues et que je vais utiliser encore plus souvent dans la sonate de Bieber que je vais jouer tout à l'heure, parce que en fait c'est une sorte le loop existait déjà à l'époque baroque. C'était tout simplement une basso ostinato. Voilà, donc pendant le processus de composition, une des difficultés, c'est de s'imaginer le son tout de suite dans sa combinaison du son direct de l'instrument et sa transformation par l'électronique. Et cela demande beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, et encore, parfois, on est surpris de découvrir des sons auxquels on ne s'attendait pas. Voilà, donc le son, ce filtre-là, je l'ai utilisé dans une sonate pour piano qui est presque entièrement basé sur le filtre du retard. Donc, il s'appelle Partita Ritardata. Donc, c'est une forme baroque encore, un prélude allemand, sarabande gigue. C'est une pièce qui va être créée bientôt, j'espère, parce que ça a été reporté. Et je vais vous faire écouter donc le titre. Voilà, le titre, évidemment, la partita, ça c'est clair. Et puis ritardata, parce que le delay est l'effet principal de cette pièce. Évidemment, parce que le titre sonne un tout petit peu comme Musica ricercata, cette pièce très connue pour piano de Giorgi Ligeti. Et le premier extrait est le préludio avec cet effet de loop. Dans ce cas, je fais un loop de la résonance du premier accord de piano et ensuite de l'effet du ball delay. On entend la résonance qui est traitée par un frequency filter aussi. Voilà. Le deuxième extrait est le dernier mouvement, la gigue, dans laquelle j'utilise le transposition delay, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la combinaison de la transposition et du delay. Et il s'agit ici d'une transposition microtonale en cinquième de ton vers le bas. Donc à chaque passage dans la transposition, le son sort un cinquième de ton plus bas.
Voilà. Et je voudrais bien conclure avec une citation de Hugh Clecane, compositeur et physicien canadien, actif dans les années 50-60, qui était vraiment un pionnier dans le domaine. Ce que le compositeur de musique électronique doit développer par-dessus tout, ce n'est pas la compréhension des appareils, mais une nouvelle compréhension du son. Merci. Pour clôturer, je vais jouer la première sonate du cycle des rosaires de Heinrich Ignaz Franz Bieber, donc une composition qui date de 1680 à peu près. Et c'est une sonate pour violon et basse continue. Et la basse continue peut être évidemment tout instrument qui peut jouer une basse. Et ici, la basse est réalisée en Electronic Live, donc il n'y a rien de préenregistré, tout est joué par le violon. Et comme la sonate est essentiellement basée sur une basse continue, sur une basse ostinato, ça correspond au loop dont on a parlé tout à l'heure.